Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'enfant sous les thèmes le jeu et le sport, facteurs d'inclusion, d'éducation et de protection pour chaque enfant. Un carnaval sportif est initié pour cette occasion par le directoire en charge de la promotion de l'enfant et ses partenaires pour permettre aux tout-petits de se divertir. Première édition du Festival des arts culinaires et des traditions alimentaires. L'initiative est de l'association des restaurateurs du district de Bamako afin de promouvoir les mets traditionnels. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le sport. Vous le savez déjà, la 22e Coupe du Monde débute aujourd'hui jusqu'au 18 décembre prochain au Qatar. Pays très riche en gisements naturels de gaz et de pétrole, le Qatar a déployé de gros moyens pour relever le défi organisationnel. Voyons la carte postale du Qatar avec Aridou Matina. Petit pays émirate, 11 500 km², le Qatar est un pays de la péninsule arabique qui se compose d'un désert aride et d'un long littoral avec plages et dunes au bord du golfe Persique. Ce tout petit pays aux 3 millions d'habitants qui a construit sa fortune sur les immenses gisements de gaz du golfe arabique s'apprête à abriter la Coupe du Monde, le plus grand événement footballistique de la planète. Une première pour un pays arabe et même dans le Moyen-Orient. C'est en 2010 que l'instance suprême du football mondial, la FIFA, avait confié l'organisation de la 22e Coupe du Monde au Qatar. Dès lors, le pays n'a pas lésiné sur les moyens. Des grands travaux de développement ont été faits dans plusieurs domaines, tels que l'industrie, l'hôtellerie et la communication. Concernant la construction des stades, le Qatar a injecté plus de 6,5 milliards de dollars. 7 stades sont ainsi sortis des terres. Avec 80 000 places, le stade Lusail, la plus grande enceinte de la Coupe du Monde 2022, abritera la finale le 18 décembre prochain. La splendide enceinte Al-Baït, théâtre du match d'ouverture ce dimanche entre le Qatar et l'Équateur, a une capacité de 60 000 places. Arrive en troisième position Khalifa International Stadium, situé à Doha, rénové pour la compétition et qui peut accueillir plus de 45 000 spectateurs. S'agissant des 5 autres enceintes, elles ont les mêmes capacités, 40 000 places. En raison de la chaleur au Qatar, tous les stades ont été équipés de technologies climatiques appropriées. Du 20 novembre au 18 décembre, le monde entier va découvrir un pays, le Qatar, à travers la passion du ballon rond. Que la fête commence. À suivre donc sur l'ORTM le match d'ouverture qui opposera le Qatar à l'Équateur à partir de 16h. Atelier de renforcement de capacité des femmes leaders et les agents des services bénéficiaires du projet Hydromet Mali. Cette session vise à améliorer la connaissance des femmes sur les risques des catastrophes naturelles et de la violence basée sur le genre. Reportage Ibrahim Kaoukounati et Abdoulaye Diarra. Renforcer la capacité des femmes leaders sur la gestion des conflits, la réduction des risques de catastrophes et les violences basées sur le genre, c'est l'objectif recherché par cet atelier initié par le projet Hydromet. L'amélioration des connaissances des femmes leaders sur la gestion des conflits, la réduction des risques de catastrophes et les violences basées sur le genre est relative à la compréhension de leur rôle et responsabilités pour la prise de décision permettra sans doute de développer leur capacité d'action dans les instances de prise de décision. Pendant 2 jours, la rencontre va regrouper des femmes leaders, des structures techniques, des organisations de la société civile, ainsi que des réseaux et ONG œuvrant dans la gestion des catastrophes. Un plan d'action genre a été élaboré avec l'appui de tous les acteurs concernés pour pouvoir en tout cas permettre une meilleure participation des femmes dans la prise de décision et cela à tous les niveaux, que ce soit le niveau national, régional et jusqu'au niveau local. Hydromet Mali, projet de renforcement de la résilience climatique, est une initiative du gouvernement malien financée par la Banque mondiale et le Fonds vert pour le climat, en réponse aux effets néfastes des changements climatiques au Mali. 400 agents enquêteurs de l'enquête post-censitaire du recensement général de la population et de l'habitat suivent depuis mercredi une session de formation. Durant 10 jours, leurs capacités doivent être renforcées sur la méthodologie de l'opération, tant sur le plan théorique
pratique. Cette phase doit se dérouler dans 4 régions et les districts de Bamako. Le point avec Koumba Sissi. C'est parti pour 10 jours de formation à Bamako au bénéfice des agents enquêteurs de l'enquête post-censitaire EPC du recensement général de la population et de l'habitat. Environ 400 enquêteurs sont venus des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako pour la circonstance. C'est pour les préparer à mieux faire face aux travaux de l'EPC dans leurs zones respectives. La phase EPC a 2 objectifs essentiels. Vérifier les informations collectées par vous-même et vos collègues lors du dénombrement, mais s'assurer de la couverture de l'ensemble des ménages et de la population lors de cette présente phase. Et pour ce faire, il est très important que les uns et les autres soient au même niveau d'information. C'est pourquoi cette formation vise non seulement à vous initier à la méthodologie de l'enquête post-censitaire, à échanger sur les différentes définitions et les concepts. À ces participants, beaucoup de conseils ont été prodigués par les organisateurs pour la réussite de l'opération. J'ai toujours rappelé aux agents un certain nombre de principes qui tournent autour du respect. Le respect de soi-même, le respect de ses collègues et le respect des citoyens que vous rencontrez. Je ne vous apprends rien, vous allez rencontrer toutes sortes de personnes, mais c'est à vous vraiment d'avoir le tact nécessaire, l'humilité nécessaire, vraiment de les faire comprendre. Dans la mise en œuvre de l'EPC, la direction de l'INSTAT est accompagnée par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, avec comme mission principale avoir des données statistiques fiables. Je le disais dans les titres, le monde célèbre aujourd'hui la journée de l'enfant. À cette occasion, le directeur en charge de la promotion de l'enfant et ses partenaires ont organisé un carnaval sportif hier pour permettre aux tout-petits de se divertir. Le thème de cette année, le jeu et le sport, facteur d'inclusion, d'éducation et de protection pour chaque enfant, cadre avec la Coupe du Monde, un événement planétaire dont l'ouverture coïncide justement avec la célébration de cette journée. Salif Ouedraogo. Ils sont environ 400 enfants de tous bords à s'amuser et à s'exprimer dans plusieurs disciplines. Cette fête populaire est une contribution au développement et à l'épanouissement des enfants. C'est une initiative de la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires. Nous voudrions qu'à travers cette journée, que tous les enfants puissent se retrouver, puissent partager ce moment intense ensemble pour que chaque enfant puisse se sentir concerné par la célébration de cette journée. Chaque enfant s'est éclaté dans les disciplines retenues pour la circonstance. Il s'agit de l'athlétisme, du CC-foot, des arts martiaux, du football et de quelques sports de main. Au niveau du CC-foot, certaines personnalités se sont joints aux enfants pour s'atteler à l'exercice. Une journée qui a fait un bien fou aux tout petits. Je suis ravi de participer à ces Jeux, car je ne me sens pas exclu. Je me suis fait des connaissances et plusieurs carnets d'adresses. À mon retour chez mes parents, je leur dirais que nous avons été traités au même pied d'égalité. Le thème, c'est le jeu, le sport et l'inclusion. Donc, vous avez vu déjà, il y a beaucoup d'enfants qui sont sur le site. La célébration de cette journée même donne l'occasion de sensibiliser et d'informer les pouvoirs publics et les populations sur ce qui est fait par rapport aux droits des enfants. Ce carnaval sportif annonce les couleurs du 20 novembre, Journée internationale de l'enfant. L'obtention de l'état civil au jugement supplétif se situe au cœur des missions de l'Alliance Joining Force. L'accès à ce document administratif est un droit pour tout être humain. Pour son obtention, les ONG et partenaires intervenant dans le domaine souhaitent auprès des autorités sa gratuité ou au moins à un prix raisonnable, commun et accessible sur l'ensemble du territoire national. C'était autour d'un dîner. Nous retrouvons encore Salif Ouedraogo. L'Alliance Joining Forces met en avant la gratuité de la délivrance des jugements supplétifs
aux enfants des personnes déplacées internes et aussi la réduction et l'harmonisation des coûts pour tous les autres enfants maliens. C'est entre autres préoccupations des ONG et leurs partenaires qui luttent pour l'application intégrale des droits des enfants. Nous savons qu'au Mali, beaucoup de centres d'état civil ont été brûlés avec l'ensemble de la documentation qu'il y avait. Beaucoup d'enfants naissent sans être enregistrés. Beaucoup sont déclarés, mais quelquefois les actes ne sont pas retirés. Beaucoup ont abandonné ou perdu ces actes pour eux-mêmes ou pour leurs enfants lors des déplacements forcés. Les temps forts de cette soirée dînatoire ont été les témoignages des autres pays frères et surtout la remise des documents de plaidoyer aux autorités. La solution n'est pas en tout cas hors de notre portée. Je prends ce dossier de plaidoyer avec les deux mains et le message sera remis à Madame le ministre et rassurez-vous, tous les autres départements concernés seront en tout cas contactés et à qui on va les remettre de façon officielle. Les ONG et associations partenaires se battent pour garantir l'accès des enfants aux droits et entendent plaider auprès des États pour relever les défis. Environ 200 millions de francs CFA, c'est le coût du projet intitulé Prévention et réponse aux violences basées sur le genre, VBG, avec un focus sur les mariages d'enfants et les violences sexuelles dans le cercle de Mopti. D'une durée de 12 mois, ce projet va toucher 53 621 personnes déplacées internes des communes de Sio, Sokura et Mopti à travers plusieurs activités, dont la formation en coupe, couture et broderie. Il est mis en œuvre par l'association Progrès et la défense des droits des femmes sur financement de l'UNICEF. Reportage Idrissa Keita. Discrimination et violences liées au sexe, certaines femmes continuent d'en faire les frais malgré les différentes mesures prises pour les éradiquer. Leurs causes sont multiples, au nombre desquelles le poids de la croyance et celui de la tradition. Face à cette pratique, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes, APDF, en partenariat avec l'UNICEF, initie ce projet intitulé Prévention et réponse aux violences basées sur le genre, VBG, avec focus sur les mariages d'enfants et les violences sexuelles dans les cercles de Mopti. Cette situation a été exacerbée par le contexte sécuritaire qui a connu une dégradation depuis 2012. Les cas donc de violation grave des droits fondamentaux de la femme, des filles et des garçons se sont accrus. Cette dégradation de l'équité du genre interpelle toutes les parties prenantes. La mise en œuvre de ce projet vise à prévenir, à répondre à l'urgence humanitaire en matière de prévention, de réponse aux violences basées sur le genre en situation humanitaire et de développement incluant la prévention, la réponse aux normes sociales liées au MGF, au mariage d'enfants. Dans sa mise en œuvre, le projet va toucher 53 621 personnes des communes de Sio, Sokura et Mopti. Ces personnes bénéficieront d'une prise en charge holistique et de la formation en coupe, couture, broderie et en savonnerie. J'invite en conséquence tous les acteurs de la région à agir en synergie, en faire en sorte que ce projet soit une réussite, afin de contribuer à atténuer les différents types de violences. Les questions-réponses et contributions ont permis aux participants de mieux comprendre les impacts de ce projet, financé à près de 200 millions de francs CFA. Il dure 12 mois. La direction régionale de la protection civile de Kita a bénéficié d'un véhicule de désincarcération. Ce véhicule équipé lui garantit des interventions rapides partout où besoin sera. Reportage Mahamadou Alioubari et Nuhum Kamara. Cette remise de véhicules de désincarcération équipés à la direction régionale de la protection civile de Kita a pour objectif de renforcer la capacité opérationnelle des soldats du feu, mais aussi faciliter leur mobilité sur le terrain. Comme vous le savez, l'axe Bamako-Kita-Kenyeba est une route accidentogène avec des renversements de véhicules et le plus souvent avec des victimes incarcérées. Donc c'est un véhicule qui vient à point nommé. Désormais, la direction régionale de la protection civile est bien outillée pour faire face à de tels cas. Tout d'abord, je voudrais remercier
le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et l'acquisition d'un tel véhicule ne peut être que salutaire. Selon le directeur régional de la protection civile de Kita, le soldat du feu s'investit nuit et jour au prix d'énormes sacrifices pour sauver des vies et des biens. La deuxième édition du Festival de la Solidarité se tiendra du 7 au 11 décembre prochain au CICB. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse animée par le président de l'association philanthropique Abdoulaye Nama Temeli. Pour cette année 2022, les personnes en situation de handicap sont au cœur de ce rendez-vous de solidarité. Reportage Ibrahim Kaokonate et Tchadja Kamara. La solidarité n'est pas un simple mot, mais un comportement. C'est fort de ce constat que depuis un certain temps, l'association Philanthropie agit en faveur des personnes en situation difficile. Dénommée Festival de la Solidarité, l'organisation philanthropique est à sa deuxième expérience à la matière. Cette année, le thème c'est « Ensemble œuvrons pour l'épanouissement des personnes en situation de handicap ». Le festival, c'est vraiment pour lutter contre l'exclusion des personnes handicapées dans beaucoup d'activités, surtout les activités culturelles. Raison pour laquelle vous allez voir, le festival a 5 grandes activités. Cette rencontre de solidarité autour des personnes vivant en situation de handicap vise à promouvoir leurs talents et de contribuer à leur insertion socio-professionnelle. Il y a les concertos humanitaires, c'est les artistes handicapés qui viendront vraiment montrer leur savoir-faire. Et dans cette activité-là, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons vraiment signer un protocole d'accord avec les opérateurs culturels au Mali, de telle sorte que pour chaque événement culturel au Mali où il y a de la musique, qu'il y a une programmation à hauteur de 20% des artistes en situation de handicap. Il y a les jeunes solidaires, nous allons aller avec les lycéens dans les différents centres dans le cadre de la prise en charge des personnes handicapées. Il y a aussi les conférences cliniques où nous allons permettre à certains organismes ici au Mali, que ce soit des organismes internationaux ou nationaux, de pouvoir faire des panels et les auditeurs seront les étudiants de certains établissements d'enseignement supérieur. Du 7 au 11 décembre 2022, plusieurs activités seront menées au CICB, notamment une exposition humanitaire qui étale les produits fabriqués par des personnes en situation de handicap, des conférences-débats et un concert géant. La saveur du couscous s'implante à la place du cinquantenaire. C'est à la faveur de la première édition du Festival des arts culinaires et des traditions alimentaires qui a ouvert ses portes. L'événement organisé par l'Association des restaurateurs du district de Bamako à Rediba s'inscrit dans la logique de la valorisation des mets traditionnels. Mariam Koulibaly. Partie intégrante du patrimoine immatériel, les arts culinaires sont de véritables moyens d'expression et de consolidation de la paix. À travers cette première édition du Festival des arts culinaires et des traditions alimentaires, l'Association des restaurateurs du district de Bamako, à Rediba, entend magnifier les mets traditionnels en vue de développer au Mali un tourisme culinaire. Avec la floraison des structures culinaires de catégories et de genres variés, il aurait été dommage de priver Bamako de son festival culinaire, eu égard à la culture alimentaire des Maliens. C'est pourquoi nous, les restaurateurs de Arediba, avons choisi de lancer ce ballon d'essai. L'événement qui regroupe des restaurateurs venus de Bamako et de l'intérieur du pays expose l'ensemble des plats traditionnels maliens. C'est autour du thème le couscous entre mets et liens de cohésion sociale. Les différentes conférences, débats qui vont se passer pendant cette cérémonie-là montreront à souhait que le couscous doit faire partie désormais de ce que nous pouvons nous-mêmes dire de l'art culinaire et ce que nous pouvons dire du couscous en tant que produit touristique. La tenue de ce festival nous honore et nous réconforte dans la mesure où elle participe de la mise en œuvre de la politique nationale touristique, dont un des objectifs stratégiques majeurs est de faire de nos initiatives comme le vôtre un facteur de valorisation de notre patrimoine culturel. Durant 3 jours, les festivaliers, en plus de déguster les plats, seront édifiés sur plusieurs techniques de préparation, les valeurs et intérêts que portent nos plats.
Un exploit pour les éléments du commissariat de Sirakoro-Megueton. Ils ont mis la main sur 5 braqueurs qui semaient la terreur chez les populations. Leur dernier forfait remonte au 14 novembre dernier où ils ont braqué un citoyen pour lui retirer sa moto. Les explications avec Boubacar Kanouti. C'est à la suite de nombreux braquages survenus dans la zone de Sirakoro-Megueton et ses environs que les lumiers du commissariat du quartier ont multiplié les patrouilles. Le 14 novembre, le groupe de bandits composé des repris de justice commet un forfait. Munis de 2 pistolets artisanaux, les malfrats attaquent les motocyclistes avec une violence extrême. La foule en colère voulait se faire justice, mais grâce à la promptitude des policiers qui patrouillaient dans la zone, une grosse épine vient d'être enlevée du pied des paisibles citoyens. Avec cette arrestation, aujourd'hui, nous nous rencontrons dans le cadre de l'arrestation de 5 grands bandits de grand chemin à Bamako. Notre équipe de patrouille qui n'était pas loin du secteur ont pu apporter leur secours à la victime. Au cours de cette action de secours, ils ont réussi à appréhender un des bandits, le nommé Jakardia Konare. Alors, le nommé Jakardia a été ensuite conduit au commissariat pour débuter les investigations. Et il nous a conduits à tous les autres. Le commissaire salue la détermination de ces hommes et l'accompagnement de la population qui ont permis de mettre hors d'état de nuire ces bandits notoires. Point final donc à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.